transformation digitale, les enjeux technologiques, l'innovation, ça a été du quotidien pour notre invité d'aujourd'hui pendant les 24 dernières années. Donc, la personne que j'ai le plaisir d'inviter sur notre podcast aujourd'hui, c'est Frédéric Leletti, qui est le directeur général de Orange Business à Maurice et Mada. Bonjour Vimy, bienvenue à Orange Business. Très heureux de t'accueillir. C'est un plaisir et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je t'en prie. Avec toutes mes excuses, je suis un peu grippé, donc ça va sentir à ma voix, ça va sentir à ma tête toute rouge et j'ai un peu de fièvre, mais voilà. Tu m'excuseras d'avance. Je suis sûre que ça ne va pas changer le quotidien et l'histoire que tu vas nous partager, donc ce sera un plaisir. Alors effectivement, 24 ans chez Orange. Tu débarques à Maurice en septembre 2024. Oui, tout à fait. Et là, tu prends les rênes de Orange Business pour Maurice et Mada. Il y a plein de choses qui se passent entre-temps. Mais avant d'enchaîner avec tout ça et rentrer dans tout ce qui est leadership, comment tu fais pour gérer tout cela au quotidien, parle-nous un peu de cette personne que tu es. Alors, qui suis-je ? C'est un peu compliqué. Je dirais que ce qui m'a forgé depuis que je suis tout petit, c'est mon éducation. Je pense que tout ce que mes parents m'ont apporté, tout ce qu'ils m'ont apporté en termes de valeurs, que ce soit la modestie, la bienveillance, ce genre de choses, ça fait vraiment partie de mon quotidien et ce que j'essaye de transmettre à mes équipes, ce que j'essaye d'être au quotidien. Je dis souvent que travailler, c'est pas jouer un rôle. On m'avait dit ça une fois, j'avais un manager qui m'avait dit, tu sais, le travail, c'est un jeu de rôle. Et donc moi je sais pas faire ça, c'est-à-dire que je sais pas avoir un jeu de rôle, je sais pas avoir une posture, je suis au travail comme je suis dans la vie, j'espère que je suis comme ça dans la vie, et donc avec mes valeurs qui sont la bienveillance, l'honnêteté, la modestie et le travail. Donc c'est vraiment des choses importantes pour moi. J'ai un pilier qui est important aussi, c'est ma famille. Ah ouais. Je me repose souvent sur ma femme, sur mes 2 enfants, qui sont très importants pour moi. Et puis le sport, je fais du sport depuis je suis tout petit, que voilà, je n'ai jamais arrêté. J'en ai fait à certains niveaux et c'est vraiment important pour moi dans mon quotidien, dans mon bien-être et ça m'aide à avancer. Excellent. Et on dit souvent des fois que beaucoup de leaders, c'est là où les idées génèrent quand ils font du sport. Donc on peut te demander quel sport que tu pratiques ? Alors je fais du karaté depuis 40 ans. Oh là ! Voilà, donc alors j'en fais un peu moins depuis que je suis à Maurice, j'ai un peu moins de temps, on va dire. Mais, et pourquoi le karaté ? C'est une opportunité. Quand j'étais petit, j'ai commencé, j'avais une dizaine d'années, j'avais mon voisin qui était prof de karaté et donc ça m'a un peu inspiré d'aller avec lui, puis voilà, j'ai accroché au truc et c'est devenu une passion au fil des années. Tu disais ce manager que tu as eu à un certain moment et qui t'a dit que c'est pas jouer un rôle, c'est ça ? Non, il disait l'inverse, il disait le travail c'est un jeu de rôle en fait. Donc c'est-à-dire qu'il arrivait en disant je prends ma casquette de manager ou je prends ma casquette de méchant, etc. Et moi, je sais pas faire ça en fait. Je sais pas prendre des postures. Voilà. Donc, des fois, on me dit souvent dans mes équipes que je parle trop, que je suis trop franc, que je devrais garder des choses. Mais voilà, je suis comme ça. Je suis comme dans la vie en fait au travail. Et si j'ai besoin de dire quelque chose, voilà, je le fais. Ou si je le fais avec mes aspirations, avec mes émotions, etc. Et les émotions, ça rentre comment dans le leadership justement parce que les émotions dans le karaté, il y en a aussi. Ouais. Mais la maîtrise en fait, je vais en parler peut-être un petit peu plus tard. Il y a un très grand psychologue qui s'appelle Goleman, qui a fait beaucoup de choses autour de l'intelligence émotionnelle, etc. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal passionné de travailler sur les émotions, sur travailler sur la perception, etc. Excellent. Donc maintenant qu'on connaît un peu mieux Frédéric, on pourra avancer, maintenant parler un peu de ton parcours, des enjeux. Je suis sûre 24 ans et quelques chez Orange ou même avant, il y a dû y avoir quand même des moments forts sur ton parcours de leadership. Ouais, sans doute plein. Alors, je les ai pas tous en mémoire. C'est comme tu dis, une longue carrière, ça ne me rajeunit pas. Mais dans cette carrière, moi, je retiens quelque chose, c'est que j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur. Et je crois que je l'ai toujours un petit peu d'ailleurs, de se dire qu'est-ce que je fais là, c'est pas ma place. Il y a sans doute plein de gens qui sont bien meilleurs que moi, qui pourraient jouer ce rôle-là. Et je travaillais là-dessus, j'ai longtemps travaillé sur le sujet. Et en fait, j'ai longtemps cru que le chef, c'était le super-héros en fait. C'est-à-dire que c'était celui qui savait tout, qui était l'expert, qui maîtrisait tous les sujets, qui avait la réponse à toutes les questions, etc. Et donc, comme je me considérais pas comme ça, comme je me considérais pas comme un expert, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur, jusqu'au jour où j'ai compris que le leader ou le chef, c'est pas vraiment celui-là. Et j'ai eu plein d'expériences dans ma carrière où
Je me suis dit, en fait, c'est pas ça qu'on me demande. On me demande pas d'être le meilleur sur tous les sujets, on me demande pas d'être le plus expert sur tout. Et là, j'ai compris que le leader, c'est pas forcément le plus charismatique. Je dirais que des fois, ça peut m'arranger, hein, que ce soit le plus charismatique. Mais c'est vraiment celui qui est capable d'embarquer un collectif, d'embarquer une équipe autour de lui, d'apporter des gens, voilà. Et puis, c'est celui qui va être capable de faire la synthèse, de prendre de la hauteur, et puis de décider quand il faut décider. Alors, tu disais qu'à un certain moment, tu t'es rendu compte que justement, c'est pas le leader n'a pas besoin d'être ce super-héros. Est-ce qu'il y a eu une conversation ou une situation qui a causé ce déclic chez toi? Alors, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais vu un film avec sur Nelson Mandela, Invictus, je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, j'ai retenu de ça, après j'avais bouquiné un petit peu, et Mandela, il disait « Diriger, ce n'est pas dominer, mais c'est servir ». Et le jour où on a compris ça, voilà, que le leader, le dirigeant, il n'est pas forcément là pour dominer les autres, pour prendre toutes les décisions, etc., même s'il doit en prendre, mais il est surtout là pour servir son collectif, l'embarquer autour de lui, etc. Et le jour où j'ai compris ça, ben, ça m'a vraiment aidé à avancer, et dans toutes les situations que j'ai connues, ça fait prendre un petit peu de hauteur et de pragmatisme. Alors là, il y a une réflexion que je me fais, c'est que tu es quand même dans un secteur qui est très technologie aujourd'hui avec AI, etc. Et là, on est en train de parler de valeurs. Et donc, comment est-ce que toi, tu arrives à justement apporter ta personne avec tes valeurs, etc., dans ce monde qui est très digital? Ouais, c'est clair. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que dans ce monde qui est très digital, il y a plein d'experts, ça émerge de tous les côtés, et donc il faut réussir à faire travailler ces experts ensemble, il faut réussir à comprendre ce qu'ils disent. Moi je suis pas un expert, je suis un expert de rien, on va dire, mais j'essaie de comprendre à peu près tout, et à mon niveau, et de faire un petit peu la synthèse de tout ça. Et moi, mon rôle de serviteur, entre guillemets, c'est de balayer le terrain, l'écosystème, pour que eux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Donc c'est un peu ma philosophie, c'est de faire en sorte que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions, pour que chacun puisse donner le meilleur de soi. Et voilà, c'est là que j'ai changé en disant j'ai pas besoin d'être l'expert, mais je suis là pour servir, pour aider les experts, pour que eux puissent faire ce qu'ils ont à faire sans avoir toutes les contraintes du quotidien, etc. Absolument. Voilà. C'est très vrai et c'est très fort, et en même temps inspirant ce que tu parles, surtout dans ce monde technologique où toi, tu es appelé à évoluer. Alors, parcours inspirant, très révélateur, je pense, pour toi, Frédéric. Et donc, dans tout ce cheminement, est-ce qu'il y a eu des moments très forts en termes d'échecs, ou même très forts en termes de moments où tu te dis, voilà, ça, ce sont des moments de réussite que tu emmènes avec toi aujourd'hui, par exemple? Alors, j'ai peut-être une de mes premières réussites, j'étais directeur d'un grand programme sur une nouvelle technologie qu'on venait de lancer. Et donc, c'était un programme très fédérateur où il fallait regrouper des équipes qui viennent de plusieurs domaines, de plusieurs entités, etc. Et donc, il y avait à peu près 200 personnes. Et j'ai réussi à créer une équipe virtuelle, en fait, en cassant tout le modèle hiérarchique, tout le modèle d'organisation, etc. Tu sais, moi, je viens de l'IT. Dans l'IT, on fait beaucoup d'agilité. On était les premiers à faire de l'agilité. Moi, je fais de l'agilité depuis 15 ans. Et cette règle-là que j'ai essayé de mettre en pratique, en fait, de dire que dans l'agilité, globalement, il n'y a pas de chef, etc. On a tous des rôles. Voilà. Et ce qui est important, c'est le rôle de chacun. Et donc, voilà, il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre. Chacun a un rôle. Et moi, je ne me considère pas être plus important que mes collaborateurs. Je considère avoir un rôle et j'ai une mission bien définie. Chacun a sa mission et tout le monde est important. Et ça me fait penser à une phrase que j'avais lue lorsqu'il y avait eu l'épopée vers la Lune à l'époque de JFK. Et JFK avait discuté avec un concierge et il lui avait dit « Vous faites quoi ?» Alors, je ne sais pas si c'est une légende. « Vous faites quoi ?» Et il avait répondu « Je ne nettoie pas le sol, je contribue à envoyer des hommes sur la Lune. » Voilà, j'avais trouvé ça très très bien, quoi. Alors, concernant les échecs, j'en ai eu et je ne les prends pas pour des échecs. Je les prends pas pour des échecs. Je trouve que l'échec, ça fait partie de la réussite. Je crois que c'est Sarkozy qui avait dit quelque chose autour de ça. Si vous n'avez pas l'échec, vous ne pourrez pas réussir, ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment important. Et je parlais du sport tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a fait une conférence il y a quelques mois, qui s'appelle Roger Federer, un grand champion de tennis. Et il a dit, dans ma carrière, j'ai gagné 54% de mes points. Ça signifie donc que j'en ai perdu 46%. Et ça m'a fait vachement réfléchir en disant que globalement,
grand champion qu'il est, on peut imaginer qu'il a tout gagné. En effet, il a gagné beaucoup de matchs, beaucoup de trophées. Mais sur un match, finalement, il a perdu beaucoup de points. Et donc, ça veut dire que le leadership, finalement, derrière, ce que ça représente, c'est une constance, en fait. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une constance sur la durée. Le succès qui repose sur des moments qui sont décisifs, c'est-à-dire qu'au moment où il faut vraiment gagner un point, il a su les gagner. Et puis, accepter l'échec. C'est-à-dire qu'il a perdu 46% du temps. Donc, il faut, à un moment donné, accepter de dire, je perds, et donc je me relève tout de suite, et je repars. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment une marque d'humilité et de lucidité. Et je reviens sur Mandela qui dit je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et c'est beau, hein. C'est vrai que tu parles de ces gens qui sont de vrais leaders dans leur secteur, hein, que ce soit Mandela, que ce soit Federer, etc. Qui me fait réfléchir à, aujourd'hui on parle beaucoup de avoir un coach, avoir un mentor, etc. Est-ce que toi tu as eu des mentors, ou encore est-ce que tu penses qu'un leader devrait avoir un mentor? Alors moi j'essaie de m'inspirer j'essaie d'être une éponge et de m'inspirer de tout ce que je vois. Donc ça commence par mes équipes, par mes collaborateurs, par tout ce que je vois. Je m'inspire parce que chacun à son niveau peut apporter quelque chose et je prends, voilà, j'apprends, j'adapte à mon style derrière. Après, j'ai beaucoup appris de mes managers. Je considère qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui m'apprend quelque chose. Si j'ai pas appris avec mon manager, c'est que c'était pas une bonne expérience. Donc souvent j'essaye d'apprendre de mes managers aussi. Et quelqu'un qui m'inspire beaucoup au sein d'Orange Business, c'est Aliette Mounier-Lompré, qui est notre directrice générale. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a un leadership très moderne, elle est très inspirante, elle parle vrai, elle parle avec beaucoup de sincérité, elle a une vraie vision stratégique. C'est vraiment une dirigeante moderne, et voilà, beaucoup d'inspiration à travers d'elle, beaucoup de courage, c'est vraiment un manager courageux, etc. Donc voilà. Donc, je trouve qu'elle a un leadership qui est complètement humain, collectif, courageux, etc. Voilà. Sinon, dans la littérature, je disais, voilà, Goldman, je trouvais que son approche sur l'intelligence émotionnelle était très intéressante. Et c'est vrai que dans tout ce que tu nous dis, ça se voit à quel point tu prends tout ce que tu vois et tu apprends de tout ce que tu vois autour de toi. Et donc, comment est-ce que, pour toi, tu te gardes motivé, ou comment est-ce que tu penses qu'un leader devrait se garder motivé en dépit des défis, de tout ce qui se passe autour d'elle ou de lui? Alors, je parlais de ma famille tout à l'heure. Ouais. Moi, je pense que l'équilibre vie pro, vie perso est vraiment important. C'est-à-dire que si on veut être efficace au travail, si on veut bien l'idée, il faut vraiment réussir à faire cette séparation. Je ne l'ai pas toujours fait dans ma carrière et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire. Donc, il faut vraiment réussir à faire ça. Le sport, pour moi, le sport, c'est vital. Je fais une heure et demie de sport tous les matins. Voilà, depuis que je suis à Maurice, j'ai pris des bonnes résolutions pour reprendre tout ça. À la nage. Voilà, un peu de course à pied, voilà, etc. À la fraîche le matin, donc c'est très très bien. Et puis voilà, et puis il faut s'amuser quoi. En fait, le travail, ça doit rester fun. Donc trouver des moments sympas de décontraction avec ses collègues, etc. Pas toujours mettre dans le dur, etc. Et puis travailler, moi ce qui est important, c'est que ce soit conforme à mes valeurs. Les valeurs dont j'ai parlé au début de notre entretien, elles sont vraiment importantes et j'aurais du mal des fois à aller à l'encontre de mes valeurs, et même si des fois les responsabilités nous amènent à faire des choses qui peuvent heurter les valeurs, j'essaie toujours de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour que mes valeurs soient respectées. Donc, voilà, alors, je vais te poser une question sur les valeurs justement et l'équilibre, etc. qu'on peut apporter. Alors, tu parlais depuis que tu es à Maurice, tu fais ton sport, 1h30, etc. le matin. Tu penses que toi qui as vécu à l'extérieur beaucoup et qui as travaillé en Europe, etc., tu penses que c'est plus facile d'avoir une vie équilibrée en tant qu'un leader à Maurice que dans un pays d'Europe? Alors, c'est vrai que moi, ça faisait partie de mes challenges de venir à Maurice. Hein, c'est vraiment une nouvelle expérience, c'est vraiment quelque chose de nouveau, donc il a fallu s'adapter. C'est pas évident, en plus de venir avec ma femme, mes enfants, mes ados qui étaient assez grands, c'est pas facile non plus pour eux de s'adapter. Donc, mais après voilà, c'est ça qui était challenging, c'est ça qui était intéressant, c'est d'avoir cette nouvelle culture, cette nouvelle manière de penser avec une dynamique qui est différente de l'Europe. Voilà, moi en tant que Français ayant toujours travaillé en Europe, je viens avec mes habitudes européennes, etc. Donc, mais il a fallu s'adapter quoi.
Excellent. Et oui, tu es là depuis pas longtemps, mais quand même, ça continue. Je veux dire, ça s'apprend. Hein? Ça s'apprend, exactement. Ça s'apprend. Alors, Frédéric, ce monde dans lequel tu évolues est rempli d'incertitudes. Il y a eu des événements récemment, depuis que tu as pris les rênes, etc. Et je suis sûre qu'il y en a eu plusieurs. Donc, tu peux nous parler un peu de ces éléments d'incertitude et comment toi, tu les gères avec ton équipe? Alors nous, on travaille dans les opérations, hein, donc les incertitudes, ça fait partie de notre quotidien. On vit à Maurice, il y a des cyclones, etc. Donc à Madagascar, on a vécu cette crise politique qui nous a pas mal impacté. Ceci dit, l'incertitude, c'est aussi la prévision. Et donc, on travaille beaucoup en amont, même si on ne peut pas tout prévoir. On a des plans qui sont clairement définis pour imaginer tout ce qui peut arriver. Et donc, dans le contexte d'incertitude, mon travail, le travail des équipes, c'est essayer d'anticiper et d'imaginer tout ce qui peut arriver. Alors évidemment, on ne couvre pas tout et on est assez bien couvert. Et on a vu que dans la crise à Madagascar, ça nous a bien aidé puisque notre plan s'est déroulé presque exactement comme on l'avait prévu. Et durant les 3 semaines de crise à Madagascar, ici, on a eu une continuité de productivité à hauteur de 90%. Grâce à notre plan, etc. Donc voilà. Et comment l'équipe a pu prendre tout cela et démontrer une certaine résilience pendant ces moments difficiles? Normalement, voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est que dans la résilience globale, moi je crois beaucoup à la culture du feedback. Et donc on fait en sorte que globalement dire le droit à l'erreur, c'est possible et innover. Voilà, innover, on a une valeur de Saint-Orange qui est bold, soyez audacieux. Voilà, donc on normalise la capacité à innover, à prendre des initiatives et on normalise l'erreur également. Ça permet aussi d'être résilient et de faire par rapport à ça. Et donc on encourage complètement l'innovation sur le test and learn, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et puis, casser ce modèle un peu trop hiérarchique, je tiens beaucoup à ça, j'en parle beaucoup, parce que je trouve que quand on a un rôle trop hiérarchique, trop pyramidal, etc., ça aide pas les équipes à être sereines. Et quand on n'est pas serein, on peut pas être résilient lorsqu'il arrive des choses. Donc on fait en sorte que tout soit fun, agréable, bienveillant. C'est une autre valeur d'Orange, la bienveillance, qui s'appelle caring. C'est vraiment une valeur importante. Donc voilà, moi, c'est tout ça, cet environnement serein, fun, qui font que globalement on puisse avancer sereinement et être résilient. Bon, ça nous aide derrière après aussi à célébrer nos succès, à droit à l'erreur, etc. Toutes ces choses-là nous aident à avancer. Et puis, je comprends Federer, voilà, la perfection n'existe pas, la constance oui. Et donc, si on veut être résilient, il faut être constant. C'est beau de te l'entendre formuler en ramenant les valeurs d'Orange. Tu le rends simple, mais on sait que développer une équipe qui soit résiliente n'est pas si simple que cela. Alors, autant d'années d'expérience, et je suis sûre que Frédéric, il pourrait y avoir un petit conseil que vous auriez aimé donner à Frédéric, 25 ans de cela? Aie confiance en toi et reste toi-même. Et pourquoi? Parce que voilà, ce que je disais tout à l'heure, un peu le syndrome de l'imposteur, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut se faire confiance et rester soi-même parce que ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est pas un jeu de rôle et il faut rester soi. Et donc, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, pour terminer, s'il y avait un conseil ou une habitude que vous diriez que c'est primordial chez les leaders, ce serait quoi? Écouter, observer. Je pense que voilà, trop le leader, je pense que je disais tout à l'heure, le super-héros, et je pense que pas forcément arriver avec des idées préconçues, des choses préfaites, etc. Il faut avoir de la modestie. Écouter, j'ai passé beaucoup de temps quand je suis arrivé ici à écouter, observer, à faire mon analyse, mais j'ai d'abord écouté beaucoup et j'ai observé beaucoup avant de prendre des initiatives et de lancer des choses. Ça, je pense que c'est important. Deuxième chose, c'est faites grandir vos équipes. Voilà. Je pense que voilà, le leader, il est vraiment là pour servir ses équipes, il est là pour les faire grandir. On parle souvent de pyramide inversée, c'est celui qui est à la base de la pyramide et pas au sommet de la pyramide, mais à la base pour les faire grandir. Et puis, j'aime bien retenir que globalement, un bon leader, c'est un bon leader. Les gens ne le suivront pas pour son titre, mais le suivront pour ce qui les aide à devenir. Un peu comme des parents, j'en fais la boucle, un peu comme des parents qui font grandir leurs enfants, qui les accompagnent, etc. C'est un peu ma vision du leadership.
Absolument, et c'est très beau de le ramener encore à des valeurs et familles. Frédéric, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Ce fut un plaisir et j'en ai bien profité et bien appris aussi. Et bonne chance et bonne continuation. Merci, à très bientôt. À très bientôt.